Un adulte s'identifie à de la mémoire qui a été créée lorsqu'il était enfant. L'enfant s'identifie à cette mémoire-là et ça devient ce que j'appelle des programmes et des automatismes. C'est comme si effectivement une personne, de par le fait qu'elle est polluée par sa mémoire, est incapable d'absorber ou d'analyser un événement de manière objective. L'individu n'étant pas autonome, son identité est dépendante des autres. Autrement dit, ses réactions qu'il appelle son identité, c'est dépendant du jugement des autres, du rejet des autres, etc. Fait que ses réactions deviennent ce qu'il appelle sa personnalité. Mais dans le fond, il n'y a pas d'identité. Il y a l'identité en fonction des autres. Donc, il n'y a pas d'identité réelle. Bienvenue dans notre exploration approfondie aujourd'hui. On va plonger ensemble dans des extraits d'une discussion qui m'a paru vraiment fascinante. Ça s'appelle « La mémoire et le réel » et ça vient de la chaîne YouTube de Charles Sabourin. Oui, un sujet passionnant et assez fondamental en fait. Exactement. Comment notre mémoire, qui est loin, très loin d'être un enregistrement parfait, eh bien comment elle façonne notre identité, nos perceptions et même notre réalité, quoi. C'est ça, l'impact sur le quotidien est énorme. Notre objectif ici, c'est un peu de décortiquer ça. Comprendre comment nos souvenirs, souvent un peu reconstruits, chargés d'émotions, comment ils tirent les ficelles dans l'ombre. Mhm. Il y a une citation de Nietzsche dans la source qui m'a marquée. La mémoire dit « je l'ai fait ». L'orgueil dit « je ne peux pas l'avoir fait ». Finalement, la mémoire cède. Ça interpelle, non? Ah oui, ça résume bien une partie du problème. Cette tension entre le vécu et ce qu'on en fait après. Carrément. Alors, la question qui me vient, c'est comment est-ce possible? Comment notre passé, une chose a priori si fondamentale, peut être si malléable et en même temps avoir autant de poids? C'est toute la question, effectivement. Bon, pour commencer, la source aborde la mémoire sous un angle qu'elle appelle systémique ou même vibratoire. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Alors, en gros, l'idée, c'est de voir la mémoire un peu comme une base de données, une accumulation d'informations. Un peu comme un disque dur interne, si vous voulez. D'accord. Dès l'enfance, tout s'enregistre. Absolument tout. Mais le truc, c'est que l'enfant, il n'a pas le recul, le discernement d'un adulte, pour filtrer, pour comprendre la signification profonde de ce qui arrive. Il prend tout brut, en quelque sorte, hein. Exactement. Il enregistre l'événement et surtout l'émotion associée. Et l'environnement familial, évidemment, joue un rôle clé là-dedans dans la programmation initiale. Et la source parle beaucoup de charge émotive. C'est quoi précisément? Ah, ça c'est central. La charge émotive, c'est l'intensité de l'émotion ressentie lors d'expériences vécues dans l'insécurité. Par exemple, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'abandon, le besoin de sécurité qui n'est pas comblé. Les besoins fondamentaux, en fait. Voilà. Ces moments-là, ils s'enregistrent pas juste comme des faits neutres. Ils sont enregistrés avec une forte intensité émotionnelle, une vibration, comme dit la source. Et cette charge, cette énergie, elle reste comme collée au souvenir. D'accord, donc ce n'est pas juste l'histoire qu'on se raconte, c'est vraiment le ressenti brut de l'époque qui est stocké. C'est tout à fait ça. L'événement plus l'émotion intense qui va avec. Et comme ces expériences et surtout les réactions qu'elles provoquent ont tendance à se répéter, les dynamiques familiales, etc., ça finit par créer ce que la source appelle des programmes. Des programmes, comme en informatique? Un peu, oui, ou des automatismes. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à jouer du piano. Au début, c'est conscient, on galère un peu, et puis, à force de répétition, ça devient automatique. On n'y pense même plus. Là, c'est pareil avec nos réactions émotionnelles et nos schémas de pensée. On finit par s'identifier à ça, on croit que c'est nous, notre caractère. Je suis comme ça, quoi. Et c'est là que ça devient fascinant et un peu flippant aussi, non? Ça voudrait dire que plein de nos réactions d'adultes, nos colères soudaines, nos angoisses, nos blocages, ce serait juste l'écho de ces vieux enregistrements d'enfance. Des trucs non digérés, chargés d'émotions, qui tournent en boucle. C'est exactement l'hypothèse de la source. La charge émotive, c'est vraiment l'intensité de notre réaction face à cette insécurité de base. Et plus on réagit fortement à ce qu'on perçoit comme une menace, le rejet, la critique, peu importe, plus la charge s'accumule. Ça renforce le programme, en fait. Voilà, le programme devient de plus en plus réactif. On devient plus susceptible, comme on dit. Et ça rejoint la citation de Nietzsche. Si la mémoire est si chargée, on comprend que l'orgueil ou notre besoin de se protéger de la douleur veuille la remodeler. Mais la source parle aussi d'un filtre. Comment ce filtre agit sur notre perception du présent? Alors, ce filtre, c'est justement l'ensemble de tout ça. La mémoire accumulée, les programmes automatiques, la charge émotionnelle. Quand on vit une situation maintenant, notre conscience ne la perçoit pas de manière neutre,
brute, elle l'aperçoit à travers ce filtre. D'accord. Et le discernement qu'on va utiliser pour analyser la situation présente, eh bien souvent c'est le discernement ou le manque de discernement de l'enfant qui a enregistré l'expérience initiale douloureuse. C'est ça le piège. Vous auriez un exemple pour que ce soit plus clair? Imaginez quelqu'un qui explose littéralement pour une petite remarque, disons au travail, une remarque un peu anodine. Oui. La personne va sûrement dire « c'est la faute du collègue, sa remarque était déplacée ». Mais si on regarde avec cette grille de lecture, l'intensité démesurée de sa réaction, elle vient moins de la remarque elle-même que de sa propre mémoire chargée. Qui est réactivé à ce moment-là? Exactement. Peut-être une vieille blessure liée au jugement, au rabaissement, qui ressurgit. La situation présente, elle appuie juste sur le bouton. Mais la personne, elle, justifie son émotion par l'extérieur. Elle ne voit pas l'origine interne. Elle s'identifie complètement à sa réaction. Je suis en colère parce que... Elle est convaincue que c'est l'extérieur, la cause. Voilà. Et la source va même jusqu'à dire que ce filtre de la mémoire subjective, qui n'est pas ajusté à la réalité des faits, ce qu'elle appelle la réalité systémique, la vue d'ensemble objective, eh bien, ça correspondrait à ce que certaines traditions appellent l'astral. L'astral? Oui, comme une sorte de plan de perception subjectif, très émotionnel, qui vient se superposer à la réalité objective. Une couche de perception déformée par notre propre histoire. Ok, donc si je résume ce point qui me semble vraiment clé, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre propre mémoire émotionnelle nous le présente. C'est un peu comme si on portait en permanence des lunettes teintées ou déformantes sans s'en rendre compte. C'est une très bonne image, les lunettes déformantes. Et le pire, c'est qu'on ne sait même pas qu'on les porte. On pense que c'est la réalité qui est comme ça. Du coup, voir les choses objectivement, ça devient un sacré défi, tant qu'on est prisonnier de ce filtre. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un travail de tous les instants, en fait. Alors justement, dans la source, l'intervenant dit quelque chose qui m'a surprise. Il dit qu'avec ce qu'il appelle l'éveil, il aurait peu de mémoire ou serait moins dépendant d'elle. Ça veut dire quoi? On oublie tout? Ça fait un peu peur. Non, ce n'est pas l'amnésie, bien sûr. L'idée, c'est plutôt que s'éveiller, dans ce contexte, ça signifierait prendre conscience de tout ce mécanisme, des programmes, des lunettes. Ah, d'accord. Et donc devenir moins gouverné par cette mémoire qu'il appelle involutive, celle qui est chargée, réactive, basée sur le passé. On ne l'efface pas, on en a besoin pour fonctionner, mais elle perd son emprise sur nous. On reprend le contrôle, en quelque sorte. C'est ça. L'éveil, ce serait construire une nouvelle relation à sa mémoire. Une relation plus consciente, plus ajustée à ce qui se passe vraiment maintenant, au lieu de réagir aux fantômes du passé. Comment alors? Eh bien, elle est décrite comme étant complètement fusionnée avec cette mémoire chargée, ces automatismes. C'est pour ça qu'elle est si réactive, si dépendante du regard des autres. La peur du jugement, du rejet, elle est toujours là en arrière-plan. La source suggère que ça, ce n'est pas notre identité profonde, notre vrai soi, si on peut dire. L'identité plus authentique, elle émergerait quand on développe cette capacité à observer nos propres réactions automatiques, en temps réel. Sans jugement, mais avec lucidité. Juste observer. Observer. Et c'est cette observation qui permettrait de gagner en autonomie émotionnelle. De se détacher un peu des montagnes russes émotionnelles liées aux autres, y compris la famille, où ces liens de peur et d'attachement sont souvent très puissants. Ok, donc si je reprends mon analogie, l'éveil, ce ne serait pas jeter les lunettes, mais plutôt apprendre à remarquer qu'on les porte et comment elles colorent notre vision à chaque instant. C'est une excellente façon de le dire. Et la clé, c'est vraiment l'observation en temps réel. La compréhension intellectuelle, ça aide, mais ça ne suffit pas selon la source. C'est une pratique. Une discipline de l'attention, en fait. Exactement. Observer la pensée qui juge, qui arrive, l'émotion qui monte, la petite tension dans l'épaule. Sans se laisser embarquer tout de suite. Juste voir le mécanisme se dérouler. C'est cette observation répétée qui créerait une distance. Une distance entre moi, l'observateur, et le programme, la réaction automatique. La source fait aussi un lien très direct entre cette mémoire chargée et la souffrance psychologique. Le ressassement, les traumas, les névroses. Oui, tout à fait. La souffrance psy est vue comme la conséquence de cette identification aux programmes involutifs et à leur charge. On souffre parce qu'on est coincé dans ces boucles. On revit sans cesse les mêmes scénarios émotionnels. Et les tentatives pour changer, par exemple via le développement personnel, elles peuvent marcher en surface ou pour un temps. Mais la source suggère que si la programmation de fond n'est pas vue, n'est pas comprise dans son mécanisme, elle a tendance à revenir. Surtout quand on est fatigué, stressé. L'insécurité de base refait surface et hop, les vieux schémas reprennent le dessus.
Le fameux « chasser le naturel ». Il revient au galop. C'est un peu ça. Il y a aussi une idée d'accumulation qui est assez parlante. Comment ça? Même sans gros traumas identifiables, les petites contrariétés quotidiennes, les réactions un peu excessives, les émotions qu'on ravale, tout ça, ça s'additionne. Ça crée une sorte de poids psychique qui s'alourdit avec les années. Une charge, littéralement. Oui. Et la source évoque même un lien possible avec le corps physique. L'exemple donné, c'est les maux de dos chroniques, qui pourraient être une somatisation de cette charge mentale et émotionnelle accumulée, qui finit par bloquer l'énergie. C'est intéressant comme perspective. Et ça m'amène à une autre question. La nostalgie. Le fameux « c'était mieux avant ». Comment la source l'explique? Eh bien, elle l'interprète aussi comme une conséquence de cette accumulation de charges et de responsabilités. Le passé, l'enfance, la jeunesse, ça nous semble plus simple, plus léger. Oui. Non pas parce que c'était objectivement le paradis, mais parce qu'on le percevait avec moins de charges accumulées, moins de filtres déformants peut-être, et aussi moins de responsabilités d'adulte. C'est le contraste avec le poids qu'on ressent maintenant qui crée cette illusion dorée du passé. C'est logique vu comme ça. Et cette analyse, elle ne s'arrête pas à l'individu, elle s'étend au collectif. C'est-à-dire? La mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire, la mémoire familiale, la mémoire nationale. La source suggère que si cette mémoire collective est entretenue, surtout par l'émotionnel, l'attachement au groupe basé sur la peur, le besoin de sécurité, l'identification forte au clan, plutôt que par une compréhension lucide des événements, eh bien, elle risque de renforcer les mêmes mécanismes réactifs, les mêmes divisions. L'attachement émotionnel très fort à sa nation, par exemple, s'il est basé sur la peur de l'autre ou la défense aveugle du groupe, ça devient une source de conflit bien plus forte que les différences culturelles elles-mêmes. C'est la réaction de défense du clan qui mène à l'hostilité. C'est une perspective qui remet pas mal de choses en question. Ça voudrait dire que même une intention comme le devoir de mémoire, si elle est vécue de manière trop émotionnelle, trop identitaire, pourrait nous maintenir dans des schémas de peur, de réaction. C'est assez contre-intuitif. Ça invite à réfléchir sur la manière dont on se souvient collectivement, c'est sûr. Bon, alors, face à tout ce tableau, comment on fait? Comment on peut naviguer différemment? Est-ce qu'on peut vraiment se libérer de cette emprise ou au moins changer la donne? Quelle est la piste? La piste principale, celle qui revient sans cesse dans la source, c'est vraiment cette combinaison. D'abord, oui, comprendre intellectuellement comment ça marche. Les programmes, les filtres, la charge. C'est ce qu'elle appelle l'éveil à la réalité systémique. Ok, la compréhension. Mais ensuite, et c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est développer cette capacité d'observation consciente en temps réel. Ce n'est pas juste savoir, c'est voir le truc à l'œuvre en soi, au moment où ça se passe. Comme un scientifique qui s'observe lui-même. Un peu, oui. La source utilise l'image du musicien qui fait ses gammes tous les jours. C'est une pratique constante. Affûter sa capacité à remarquer ses pensées automatiques, ses réactions émotionnelles, ses impulsions. Juste les remarquer, sans forcément y croire ou y réagir immédiatement. Et le simple fait de voir, ça change quelque chose? Apparemment, oui. L'idée, c'est que la conscience elle-même a un pouvoir. Le simple fait de devenir conscient d'un conflit intérieur, d'un programme qui tourne en boucle, ça peut commencer à le désamorcer. L'exemple du docteur Hammer est cité, même s'il est controversé. Lui, il postulait un lien entre des chocs émotionnels précis non résolus et certaines maladies. Et selon sa théorie, prendre conscience du choc initial pouvait parfois stopper la maladie. Bon, c'est un exemple extrême. Oui, à prendre avec des pincettes. Évidemment. Mais l'idée générale derrière, c'est que l'inconscience, l'identification aveugle au programme, nous fait agir contre nous-mêmes. Alors que la conscience, elle, permet de voir le mécanisme et potentiellement de cesser de l'alimenter. D'accord. Même l'expression un peu galvaudée « monter en vibration ». Ah oui. Elle est redéfinie ici de manière intéressante. Ce ne serait pas devenir tout amour et lumière, mais plutôt développer sa capacité à absorber, à contenir une plus grande intensité émotionnelle, y compris le négatif, la peur, la tristesse, sans être complètement submergé. Et c'est l'observation qui permettrait ça, hein? C'est l'idée. C'est la capacité d'observation consciente qui créerait cet espace intérieur pour accueillir l'intensité sans qu'elle nous démolisse. La paix, elle viendrait pas de l'absence de vagues, mais de la capacité à surfer dessus, en quelque sorte. Et j'aime bien l'image. Donc, on ne cherche pas à effacer la mémoire, ni les programmes, on en a besoin pour conduire, parler, tout ça, Bien sûr que non. mais plutôt à reprendre le volant. À choisir consciemment de créer de nouveaux programmes, plus alignés avec qui on veut être, avec une vision plus juste de la réalité, au lieu d'être piloté par les vieilles casseroles. C'est exactement ça.
passer d'une mémoire qui nous subit, qui nous enferme, à une mémoire qu'on utilise consciemment, comme un outil, en connaissant ses limites, ses biais, ses pièges, comprendre les règles du jeu pour pouvoir jouer différemment. Ok, si on devait synthétiser les points forts de cette exploration, premièrement, la mémoire, c'est pas une archive fidèle, mais une reconstruction active, pétrie d'émotions liées à nos vieilles insécurités. Oui, ça c'est fondamental. Deuxièmement, cette mémoire chargée agit comme un filtre super puissant qui déforme notre présent, façonne notre personnalité réactive et cause pas mal de nos souffrances répétitives. Le fameux filtre, exact. Troisièmement, la clé pour s'en sortir, ce n'est pas l'oubli, mais de développer une conscience aiguë de ces mécanismes pendant qu'ils se jouent en nous, grâce à l'observation attentive encore et encore. L'observation temps réel, la pratique. Et ça ouvrirait la porte à une identité plus authentique, moins dépendante des autres, et ça pourrait même avoir un impact sur notre corps. Et enfin, tout ça a un écho au niveau collectif, où nos attachements émotionnels aux mémoires de groupe peuvent nous diviser. Tout à fait. Le message de fond, si je devais le résumer, c'est peut-être pas de lutter contre sa mémoire, mais de transformer radicalement notre relation à elle. C'est bien dit. Passer de marionnettes inconscientes de nos vieux schémas à utilisateur conscient de notre propre esprit, capable de faire la part des choses entre le disque rayé du passé et la réponse juste, ici et maintenant. Et pour finir, peut-être une question à laisser infuser. Si une si grande partie de ce qu'on appelle « moi », notre caractère, nos réactions habituelles, même l'histoire qu'on se raconte, est en fait façonnée par ces programmes et ces charges émotionnelles dont on n'a souvent pas conscience. Quelle est notre vraie marge de liberté au quotidien ? Comment on fait la différence, là, dans le feu de l'action, entre une réaction qui vient tout droit du passé et un choix vraiment libre, ancré dans le présent? Vaste question. Voilà, de quoi réfléchir.